Lyon, 1897. Dans une ville noyée de brouillard et de non-dits, les habitants chuchotaient le même nom avec une terreur presque superstitieuse, la famille Delorme. On les voyait rarement, mais ce que l'on voyait suffisait à glacer le sang. Deux silhouettes pâles derrière des rideaux toujours tirés. Héloïse, la jeune femme fragile au regard éteint, et Adrien, son frère aîné, toujours sombre, toujours tendu, comme s'il craignait qu'un simple souffle puisse faire s'effondrer leur monde. Personne ne savait exactement ce qui se passait derrière ces murs épais, mais les murmures grossissaient, une relation malsaine, un lien qui dépasse l'interdit, quelque chose de dangereux, d'irréparable. Quand un cri déchira la nuit du 12 novembre, tout Lyon comprit que la tragédie annoncée depuis des années venait enfin d'éclater. Ce que la police découvrit dans cette maison silencieuse allait hanter la ville pendant des décennies. Lyon, en cette fin du siècle, vivait entre modernité naissante et tradition lourde. Les rues pavées résonnaient encore du pas des chevaux, les lampadaires à gaz projetaient des halos timides, et les secrets se mêlaient aux ombres comme une seconde peau. Dans ce décor figé, presque suspendu dans le temps, se dressait la demeure des Delorme, une famille autrefois respectée, aujourd'hui murmurée comme une malédiction. Depuis la mort soudaine des parents lors d'une épidémie, Adrien et Héloïse vivaient seuls. Lui, âgé de 27 ans, taciturne, façonné par un sens du devoir presque maladif. Elle, tout juste 20 ans, fragile, instable, vulnérable comme un oiseau blessé. Leur isolement n'avait fait qu'alimenter les rumeurs. Pourquoi Adrien empêchait-il sa sœur de sortir? Pourquoi Héloïse était-elle si pâle, si tremblante lorsqu'elle apparaissait brièvement au marché? Pourquoi les volets restaient-ils si souvent fermés, même en plein jour? Leur maison, située dans une ruelle étroite entre la Saône et la colline de Fourvière, semblait avaler la lumière. Les voisins évitaient de marcher trop près, et certains enfants prêtaient même serment qu'ils entendaient des pleurs étouffés venant des murs. La vérité, pourtant, était bien plus complexe, bien plus tragique que la réalité imaginée par le quartier. Adrien avait développé une obsession maladive, protéger sa sœur du monde, coûte que coûte, quitte à la couper de tout. Après la perte brutale de leurs parents, il avait sombré dans une forme de paranoïa silencieuse, nourrie d'un sentiment de responsabilité qui dévorait le peu d'équilibre qu'il possédait encore. Il ne supportait pas l'idée qu'Héloïse puisse souffrir une nouvelle fois, qu'on lui arrache ce dernier lien familial. Héloïse, de son côté, vivait dans une cage dorée, aimée à l'excès, surveillée, protégée jusqu'à l'étouffement. Elle aimait son frère, oui, profondément, sincèrement, mais cette affection avait lentement glissé vers quelque chose d'ambigu, de destructeur, de toxique. Non pas dans le geste, mais dans l'esprit. Un amour déformé par la solitude, par la peur, par une dépendance émotionnelle qui les emprisonnait l'un et l'autre. Les psychiatres d'aujourd'hui parleraient d'un attachement fusionnel pathologique, d'un enfermement mental. Mais en 1897, on parlait de folie familiale, de malédiction du sang, ou pire encore. Tout bascula lorsqu'un jeune médecin, Lucien Morel, fut appelé au chevet d'Héloïse. Elle avait eu une crise de nerfs en pleine nuit, et Adrien, paniqué, avait couru chercher de l'aide malgré sa peur viscérale du monde extérieur. Lucien, un homme calme et empathique, ressentit immédiatement quelque chose d'étrange dans la maison. L'air était lourd, la tension palpable, et Héloïse, affaiblie, semblait chercher désespérément un regard, un repère, un salut. Elle le trouva en lui. Au fil des visites, une confiance fragile naquit entre eux. Héloïse recommençait à respirer, à parler, à sourire timidement. Lucien lui apportait des livres, l'encourageait à sortir au jardin, à reconnaître le monde au-delà de la fenêtre. Adrien, d'abord reconnaissant, commença vite à sentir son univers se fissurer. Pour la première fois depuis des années, Héloïse regardait quelqu'un d'autre que lui. La jalousie d'Adrien devint une fièvre sourde. Il surveillait les visites, puis les limitait, puis les annulait sans prévenir. Héloïse se rebellait timidement, mais dès qu'elle posait un pied hors de la ligne autorisée, Adrien s'effondrait, fondait en larmes, implorait qu'elle ne l'abandonne pas. Elle restait donc, déchirée, piégée entre l'amour maladif de son frère et son besoin vital d'air, de lumière, de liberté. La tension monta, jour après jour. Le 12 novembre 1897, Lucien franchit le seuil de la maison sans y être invité. Héloïse n'avait pas répondu à ses lettres, et il s'inquiétait. Ce qu'il trouva le fit reculer d'un pas. Adrien, hagard, immobile dans le hall, les poings serrés. Derrière lui, un sanglot étouffé. « Où est Héloïse » demanda Lucien. Adrien ne répondit pas. Il se contenta de lever la main et de montrer la porte du salon. Quand Lucien entra, Héloïse était assise sur le sol, en pleurs, ses mains tremblantes. Aucune blessure apparente,
mais une terreur profonde, presque animale, dans les yeux. Elle se précipita vers lui, et pour la première fois, Adrien vit sa sœur choisir quelqu'un d'autre. Et le monde d'Adrien explosa. Il se jeta sur Lucien, le repoussant violemment contre le mur, lui hurlant qu'il n'avait pas le droit de les séparer. La dispute dégénéra si vite qu'Héloïse n'eut même pas le temps de crier. La lampe à huile se renversa, brisant le verre dans une pluie d'éclats. Adrien, hors de lui, saisit un tisonnier encore chaud. Lucien tenta de raisonner, de calmer, mais rien n'y faisait. La paranoïa, la jalousie, la souffrance accumulée pendant des années avaient créé une tempête impossible à arrêter. Un seul coup partit. Puis un deuxième. Le silence qui suivit fut plus terrifiant que la violence elle-même. Héloïse poussa un cri si aigu que les voisins le jurèrent des années plus tard. Ils ne l'oublieraient jamais. Elle se précipita vers le corps inerte du médecin, mais en tremblant, elle glissa sur le sol, heurta la table et tomba lourdement. Sa tête heurta la pierre. Quand la police arriva, alertée par les cris, elle trouva les deux corps, celui de Lucien et celui d'Héloïse, immobiles, fragiles, comme une poupée tombée. Adrien, lui, était assis au centre de la pièce, couvert de sang, murmurant le nom de sa sœur encore et encore, comme une litanie. Il n'opposa aucune résistance. Le journal Le Progrès titra le lendemain. Tragédie à Lyon. Un frère détruit sa famille dans un accès de folie. Mais ceux qui connaissaient les rumeurs savaient que cette histoire n'était pas celle d'un seul soir. C'était la fin d'un enfermement, d'une obsession, d'un amour tordu par la solitude et la douleur. Adrien fut interné pour le reste de ses jours. La maison de l'Orme fut abandonnée, et certains jurèrent longtemps qu'on pouvait encore y entendre un murmure, celui d'une tragédie née de deux âmes enfermées l'une dans l'autre. Les jours qui suivirent la tragédie plongèrent tout le quartier de Saint-Paul dans un silence pesant. Les volets de la maison de l'Orme furent scellés par la police, mais personne n'osait passer trop près. Même en plein jour, certains traversaient la rue en accélérant le pas, comme si l'ombre de la demeure pouvait aspirer la leur. Pourtant, la ville ne tarda pas à se diviser. Il y avait ceux qui considéraient Adrien comme un monstre, et ceux qui voyaient en lui une victime d'un destin brisé bien avant que le sang ne coule. Au commissariat, l'inspecteur Armand Roussel, un homme réputé pour percer les secrets les plus obscurs, fut chargé d'interroger Adrien. Mais l'homme assis devant lui n'était pas un criminel ordinaire. Adrien gardait les yeux baissés, les mains tremblantes, et chaque fois que l'inspecteur prononçait le nom d'Héloïse, son regard vacillait comme s'il glissait dans un gouffre invisible. « Pourquoi avoir fait cela ?» demanda Roussel. « Je n'ai rien fait, » murmura Adrien. « Je voulais seulement la protéger. » Ce mot revenait sans cesse, « protéger », comme si tout son monde avait tourné autour de cette idée, écrasante, déformée. L'inspecteur, perplexe, commença à sonder plus loin. Le passé, les années d'isolement, l'absence de visite, les médecins jamais appelés avant Lucien. Plus il fouillait, plus une impression dérangeante se formait dans son esprit. Et si la vraie tragédie avait commencé bien avant ce meurtre? Lune croissante chapitre, les voisins parlent. Pendant ce temps, la police interrogeait les voisins. Et leurs témoignages, tous différents, dessinaient pourtant la même toile. On entendait des disputes, mais pas comme les autres gens, c'était plus déchirant. Je jurais avoir entendu la jeune fille pleurer certains soirs. Ils s'aimaient, mais d'une façon étrange. C'était comme s'ils vivaient dans un autre monde. Une vieille femme, Madame Pichot, ajouta même. Quand leurs parents sont morts, quelque chose s'est brisé chez eux. Adrien n'était plus le même. Et la fille, elle semblait marcher dans ses propres ombres. Peu à peu, Roussel comprit que le crime n'avait pas été un éclair dans une nuit calme. C'était le dernier chapitre d'une lente descente dans la folie. Brouillard, chapitre, une découverte inattendue. 3 jours après la tragédie, les scellés furent levés pour une inspection finale de la maison. Roussel pénétra dans la demeure avec une lampe à huile et 2 agents. L'air intérieur semblait plus glacial que dehors, comme si les murs eux-mêmes gardaient encore la mémoire des cris. Dans la chambre d'Héloïse, ils trouvèrent un carnet. La couverture était simple, bleu nuit, usée par les années. Sur la première page, une date. 4 janvier 1891, le jour où tout a changé. Roussel feuilleta, lentement, en silence. Chaque ligne était une confession, une spirale d'émotions retenues. Adrien a peur du monde. Mais moi, j'ai peur de lui perdre. Je voudrais sortir, mais si je pars, il s'effondre. Lucien m'a fait voir un rayon de lumière. Peut-être encore un espoir. Adrien m'aime trop,
tellement qu'il me retient comme un souffle qu'on refuse de laisser partir. Je veux vivre. Je veux respirer. Et la dernière entrée, écrite seulement 2 jours avant sa mort. Si Adrien voit ce cahier, tout s'effondrera. Roussel resta immobile. Le carnet expliquait tout ce que les mots d'Adrien ne pouvaient pas dire. La maison n'avait pas été un foyer, mais une prison tissée par la peur, la douleur et la solitude. Symbole de la nouvelle lune chapitre, un verdict impossible. Lors du procès, la salle était comble. Les journaux de Lyon s'étaient emparés de l'affaire, la décrivant comme un drame familial d'une noirceur inouïe. Adrien ne parlait presque pas. Il semblait perdu, comme si sa vie avait cessé le jour où Héloïse avait rendu son dernier souffle. Le psychiatre appelé par la défense déclara : « Cet homme n'a pas agi par haine, ni par désir violent. Il a agi par perte totale de repères. Son esprit était brisé depuis longtemps. » La cour, divisée, resta silencieuse un long moment avant de prononcer la décision. Internement à vie dans l'asile Sainte-Marie, à Villeurbanne. Adrien ne protesta pas. Il ne demanda rien. Il ne pleura même pas. On dit que lorsqu'il fut conduit hors du tribunal, il murmura simplement une phrase, encore et toujours. « Héloïse, attends-moi !» L'une des croissantes épilogues, la maison maudite. Pendant des années, personne n'osa racheter la maison de l'Orme. Elle resta vide, abandonnée, envahie par les ronces et le vent qui sifflaient sous les portes. Les enfants du quartier en faisaient un défi. Ose entrer dans la maison des amants damnés. Mais ceux qui tentaient affirmaient avoir ressenti une présence glaciale, un frisson inexplicable, comme si la demeure gardait encore en elle les derniers instants de la tragédie. Certaines nuits d'automne, des voisins jurèrent entendre un murmure à travers les murs. « Héloïse !» Puis un autre, plus fragile. « Adrien !» 2 voix séparées par la mort, mais encore prisonnières de leur histoire. La légende de la maison de l'Orme devint l'un des récits les plus sombres de Lyon. Un rappel cruel qu'il n'existe pas de monstres plus terribles que ceux que la solitude crée dans le cœur humain. Roussel continuait de revenir à la maison de l'Orme, même après la fermeture officielle de l'enquête. Il disait que c'était pour vérifier quelques détails, mais la vérité était autre. Cette maison l'obsédait. Pas pour son horreur, mais pour son silence. Un silence lourd, chargé de quelque chose qu'il n'arrivait pas à nommer. Chaque fois qu'il franchissait le seuil, il avait l'impression que l'air devenait plus dense, comme si les murs retenaient encore un souffle, un murmure, un fragment d'âme. Il n'était pas un homme superstitieux, mais l'atmosphère éveillait en lui un instinct viscéral, presque animal. Quelque chose ici n'avait pas encore été dit. Une nuit de décembre, alors que la neige tombait en un manteau blanc sur Lyon, Roussel décida de revenir une dernière fois. Cette fois, il était seul. La lampe à huile tremblotait entre ses doigts et projetait des ombres longues sur les murs fissurés. Il monta lentement l'escalier, comme si chaque marche le rapprochait d'une vérité enfouie. Dans la chambre d'Adrien, il trouva quelque chose qu'il n'avait jamais remarqué, une latte du parquet légèrement soulevée. Il s'accroupit, glissa les doigts dessous, et sentit un petit coffret en bois. Il le tira lentement. À l'intérieur, une série de lettres soigneusement pliées. Elles étaient toutes adressées à Héloïse. Mais ce n'était pas l'écriture d'Adrien. Roussel sentit un frisson lui parcourir l'échine. Les lettres portaient une signature, H. Il commença à lire. Le ton était doux, tendre, presque poétique. Elle parlait de rendez-vous secrets, de promenades interdites, de rêves partagés au bord de la Saône. Ces lettres racontaient un amour discret, entre Héloïse et un homme dont le prénom commençait par H. Le choc le terrassa, il ne s'agissait pas de Lucien. Ces lettres dataient d'au moins 2 ans avant son arrivée. Héloïse avait déjà aimé quelqu'un, bien avant que Lucien ne franchisse la porte de la maison de l'Orme. Et Adrien l'ignorait complètement. Ou peut-être, il le savait trop bien. Roussel relut une phrase qui lui glaça le sang. « Si ton frère l'apprend, il nous détruira tous les deux. Je t'en supplie, Héloïse, quitte cette maison avant qu'il ne t'arrive quelque chose. » Puis une autre. « Plus il t'enferme, plus je sens sa peur. Ce n'est pas toi qu'il retient, c'est lui-même qui l'empêche de s'effondrer. » Le dernier mot du coffret était un petit médaillon. À l'intérieur, une mèche de cheveux délicatement nouée. Sur le dos, gravé à la main. Pour Héloïse. Toujours. Roussel sentit son cœur se serrer. Cela changeait tout. Héloïse n'était pas seulement une jeune femme écrasée par la solitude. Elle avait aimé. Elle avait tenté de s'échapper. Elle avait été proche d'y parvenir. Et celui qu'elle aimait était probablement mort, ou disparu.
En descendant les escaliers, Roussel sentit pour la première fois une présence derrière lui. Pas un bruit réel, pas un pas, mais un souffle dans l'air, une tension, comme si la maison venait d'avouer quelque chose et attendait maintenant la réaction de l'inspecteur. Il murmura dans le silence. « Je vous ai entendu, mademoiselle Delorme. Je vous promets que votre histoire ne mourra pas ici. » Mais alors qu'il s'apprêtait à quitter la demeure, un détail attira son attention en bas d'un mur du couloir. Une trace de craie blanche, presque effacée, comme si une main tremblante avait laissé un message avant de s'écrouler. Il s'accroupit, approcha sa lampe. Les lettres étaient irrégulières, frottées, difficiles à lire, mais elles étaient là. Le message disait simplement « Il l'a fait une fois. Il recommencera. » Le souffle de Roussel se coupa. Était-ce Héloïse qui avait écrit cela? Ou quelqu'un d'autre? De qui parlait-elle? Adrien? Ou un autre Delorme dont personne n'avait encore entendu parler? Une seule certitude s'imposa. La tragédie de la maison Delorme n'était que la surface d'un gouffre bien plus profond. Et Roussel venait tout juste d'en soulever le couvercle point, et elle resta immobile un long moment, comme si le poids de ce qu'elle venait d'avouer l'avait frappé en plein cœur. Dehors, le vent frappait les vitres et soulevait de petites tornades de neige, mais à l'intérieur, c'était un autre type de tempête qui prenait forme. Elle baissa les yeux, comme si elle regrettait chaque mot, mais en même temps, elle semblait soulagée d'avoir enfin tout déposé entre eux, sans masque, sans calcul. Il s'approcha lentement, non pas avec l'assurance d'un homme habitué à décider pour tout le monde, mais avec une délicatesse presque maladroite, comme quelqu'un qui redoute de briser ce qu'il touche. Sa main se posa sur le dossier de la chaise, à quelques centimètres seulement de son épaule, mais il s'arrêta là, incapable de franchir cette dernière distance. Elle sentit sa présence, son hésitation, sa chaleur malgré le froid de la pièce. Elle releva la tête et leurs regards se croisèrent, pas un regard dramatique, pas un regard de roman, mais un de ceux qui font trembler subtilement l'intérieur, car il contient à la fois la peur, l'espoir et quelque chose d'indéfinissable qui grandit malgré eux. « Tu crois vraiment que tu es seul à porter ce fardeau ?» murmura-t-il, sa voix presque cassée. Elle ne répondit pas, mais ses lèvres se pincèrent légèrement, signe qu'une réponse lui brûlait la gorge. Il inspira, longuement, comme un homme qui s'apprête à marcher sur un sol fragile. « J'ai fait des choix terribles. Et je t'assure, aucun n'a cessé de me hanter. » Sa confession ne ressemblait pas à une justification. C'était un aveu brut, presque honteux, comme si chaque mot lui coûtait une part de lui-même. Elle cligna des yeux, surprise. Tout ce qu'elle connaissait de lui jusqu'à maintenant, son calme, sa dureté, sa discipline presque glaciale, venait de se fissurer. Elle le voyait différemment, non pas comme un homme fort, mais comme un homme qui avait appris à survivre en portant des cicatrices invisibles. Et dans ce reflet, elle se vit elle aussi, blessée, fatiguée, mais encore debout. Il fit un pas de plus, cette fois sans s'arrêter, et posa doucement sa main sur sa joue. Elle eut un frisson, pas de peur, mais de reconnaissance profonde, celle de quelqu'un qui, pour la première fois depuis longtemps, se sent vu sans être jugé. Sa peau était froide, mais la chaleur qui émanait de lui était réelle, presque déstabilisante. Elle ferma les yeux un instant, comme pour absorber ce contact avant qu'il ne disparaisse. « Tout ce qui s'est passé. » Commença-t-elle d'une voix tremblante. « Je ne savais plus quoi faire. Je ne voulais blesser personne. »« Tu ne m'as pas blessé, » répondit-il aussitôt, et cette certitude la força à rouvrir les yeux. « Tu m'as réveillé. Tu m'as rappelé que je suis encore vivant. » Une larme solitaire glissa le long de sa joue et il l'essuya du bout des doigts, avec une douceur presque irréelle chez un homme qui avait toujours semblé fait de pierre. Elle se mit à respirer plus vite, comme si quelque chose se dénouait à l'intérieur, quelque chose qui avait été serré si longtemps qu'elle avait oublié son existence. « Reste, » dit-il finalement, un murmure presque imperceptible mais chargé d'un poids immense. « Juste cette nuit. Pas comme une promesse. Pas comme une dette. Juste, reste. » Elle observa son visage, les traits tirés, les yeux fatigués, cette vulnérabilité inattendue qui le rendait plus humain que jamais. Et malgré le chaos, malgré les conséquences possibles, malgré la peur, elle hocha lentement la tête. Une seule fois. Et cette simple inclinaison changea tout point, elle resta là, debout devant lui, le souffle court, comme si chaque seconde était suspendue dans un fil fragile prêt à rompre. Lorsqu'il réalisa qu'elle avait accepté, quelque chose changea dans ses yeux, une lueur discrète, presque timide, mais impossible à ignorer. Ce n'était pas de la victoire. Ce n'était pas du désir. C'était un soulagement profond, presque douloureux, comme celui d'un homme qui avait passé des années à se convaincre qu'il n'avait besoin de rien ni de personne, et qui soudain comprenait à quel point il avait eu tort. Il recula légèrement, comme s'il craignait de la brusquer, puis se tourna vers la fenêtre.
La neige tombait plus fort, les flocons semblant s'écraser en silence contre la vitre, et l'air de la pièce se chargeait d'un calme étrange, presque solennel. Elle l'observa de profil, la ligne de sa mâchoire tendue, les muscles de sa nuque crispés, et elle comprit qu'il se battait encore contre quelque chose en lui-même. Une peur ancienne. Une promesse qu'il s'était faite. Une frontière qu'il n'avait jamais osé franchir. « Si tu préfères, je peux prendre le sol », murmura-t-il en gardant le regard fixé dehors. Elle eut un souffle de rire très léger, non pas moqueur, mais touché par cette absurdité tendre. « Pourquoi est-ce que tu dis ça ?» Il tourna enfin la tête vers elle, et ce qu'elle y vit lui serra le cœur. Ce n'était pas un homme sûr de lui, ce n'était pas l'autorité froide qu'il montrait au monde. C'était un homme qui avait peur de faire un pas de trop et de la perdre. « Parce que je ne veux pas que tu penses que j'attends autre chose. Je veux seulement que tu restes. Que tu ne disparaisses pas au lever du soleil, comme si rien n'avait existé entre nous. » Elle sentit un écho douloureux dans sa poitrine. La manière dont il parlait faisait vibrer quelque chose qu'elle tentait d'étouffer depuis longtemps. Cette part d'elle qui désirait être choisie, être gardée, être retenue même quand elle prétendait vouloir partir. Elle s'approcha lentement, un pas après l'autre, jusqu'à se tenir suffisamment près pour percevoir la chaleur de son corps. « Je ne suis pas ici parce que je me sens obligée. Je reste parce que... » Sa voix s'étouffa et elle dut avaler difficilement avant de terminer. « Parce que je n'ai plus la force de continuer seule. » Ces mots tombèrent entre eux comme une vérité lourde et essentielle. Il se redressa, surpris, et son visage se détendit dans une expression qu'elle n'avait jamais vue chez lui, une tendresse brute, presque fébrile, la tendresse d'un homme qui comprend enfin la fragilité de quelqu'un qu'il veut protéger. Il leva lentement la main, comme s'il demandait silencieusement la permission, et cette fois elle ne recula pas. Au contraire, elle inclina légèrement la tête, invitant son geste. Ses doigts glissèrent le long de sa joue, descendant jusqu'à son menton, puis son pouce caressa la courbe de sa lèvre inférieure. Elle frissonna, non de froid, mais de cette intensité qui la traversa entièrement, éclatant dans son ventre comme une décharge douce. « Tu n'es plus seule, » dit-il dans un murmure si bas qu'elle dut se concentrer pour l'entendre. « Pas cette nuit. Pas tant que je serai là. » Elle ferma les yeux, un instant, comme pour absorber la vérité de ses mots. Quand elle les rouvrit, il était encore là. Tout près. Immobile. Attendant son prochain mouvement, à elle, comme si elle détenait la clé de tout ce qui pourrait suivre. Elle posa alors sa main sur son torse, juste au-dessus de son cœur. Elle sentit les battements irréguliers, rapides, presque désordonnés. Et sans comprendre pourquoi, elle eut envie de pleurer. Pas de tristesse, mais de soulagement, celui qui arrive quand on cesse enfin de lutter contre l'évidence. Il inspira fortement, sa poitrine se soulevant sous sa paume, et il ferma les yeux, comme si son toucher lui faisait perdre un instant tout contrôle. La pièce sembla se resserrer autour d'eux. Le vent dehors hurlait, mais ici, il n'y avait que la chaleur de deux êtres qui, malgré tout, venaient de se trouver point et elle rouvrit les yeux quand elle retira lentement sa main de son torse, mais au lieu de s'éloigner, elle glissa ses doigts le long de son bras, comme si elle dessinait une ligne invisible entre eux. Il sentit chaque frôlement comme une brûlure douce, une chaleur qui se propageait sous sa peau avec une lenteur presque douloureuse. Elle ne parlait pas, et pourtant tout en elle criait ce qu'elle n'avait jamais osé dire. « Je te fais confiance, même si j'ai peur. » Il recula juste assez pour pouvoir la regarder pleinement. Son visage était à moitié éclairé par la lumière faible de la lampe à huile, l'autre moitié plongée dans l'ombre. Il y avait dans ses yeux une vulnérabilité qu'elle n'avait jamais osé montrer auparavant, même dans les moments les plus intimes de leur conversation nocturne. Et lui, en la voyant ainsi, sentit quelque chose se fissurer dans son propre cœur, une barrière qu'il croyait indestructible. « Tu trembles » murmura-t-il. Elle ne fit aucun effort pour nier. Ses doigts, encore posés sur son avant-bras, frémissaient légèrement, mais elle ne retirait pas sa main. Au contraire, elle s'approcha un peu plus, assez pour que son souffle vienne effleurer sa clavicule. « Je ne sais pas si c'est de peur, ou d'autre chose », avoua-t-elle d'une voix si douce qu'elle semblait prête à se briser. Il passa une main derrière sa nuque, non pour la tirer vers lui, mais pour la maintenir là, juste là, dans cet espace fragile où tout pouvait encore basculer. Il voulait qu'elle sente qu'elle avait encore le choix, que rien n'était forcé, que tout dépendait d'elle. « Alors laisse-moi t'aider à comprendre, » dit-il, avec une sincérité calme, presque solennelle. Elle leva les yeux vers lui, lentement, comme si chaque centimètre était un aveu. Cécile tremblait, ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement, puis elle inspira profondément, laissant l'air froid entrer dans ses poumons avant de souffler une réponse qu'elle-même ne comprenait pas entièrement. « Je ne veux pas que cette nuit soit un mensonge. » Il eut un mouvement infime,
comme si ces mots l'avaient frappé en plein cœur. Il déglutit, ses doigts serrant doucement la base de sa nuque. Il caressa quelques mèches de ses cheveux, les faisant glisser entre ses doigts. « Rien ici n'est un mensonge, » répondit-il. « Pas quand tu me regardes comme ça. » Elle baissa les yeux, prise de court par l'intensité de ce qu'elle ressentait. Elle avait passé des années à se convaincre qu'elle devait rester distante, raisonnable, prudente. Mais ici, maintenant, dans cette petite chambre glaciale où tout semblait si fragile, elle n'avait plus la force de se cacher derrière ses murs habituels. Alors elle fit quelque chose de simple, mais qui changea tout. Elle posa son front contre sa poitrine. Un geste minuscule, humble, presque enfantin, mais qui le traversa comme un choc. Il la serra aussitôt contre lui, avec une douceur qu'il ne s'était jamais permise auparavant. Elle murmura quelque chose, la voix étouffée contre sa chemise. Il dut se pencher pour entendre. « J'ai tellement peur de perdre ce que je n'ai même pas encore. » Il ferma les yeux, tenant sa nuque d'une main et la couvrant de son autre bras. Il sentait son cœur battre contre son front, et pour la première fois depuis longtemps, il ne chercha pas à cacher sa propre fragilité. « Alors ne fuis pas, » souffla-t-il. « Reste avec moi. Reste, juste cette nuit. » Elle inspira profondément, laissant ses doigts s'accrocher légèrement à sa veste, comme si elle avait peur qu'il disparaisse s'il s'éloignait ne serait-ce qu'un pas. « Je reste, » répondit-elle enfin, et sa voix, bien que faible, sonnait comme une promesse. Il n'essaya plus de la retenir ni de la guider. Il la laissa décider, avancer, choisir. Et petit à petit, elle leva la tête, se rapprocha, et leurs regards se croisèrent, chargés d'un poids silencieux qui disait plus que n'importe quel mot. La neige dehors continua de tomber, épaisse et silencieuse, comme si le monde entier s'était arrêté pour les laisser respirer dans cette tendresse dangereuse, fragile, mais terriblement vraie.